Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Éclat de tradition. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode tout en douceur. On va aborder un sujet qui, je crois, parlera à beaucoup d'entre vous. C'est cette impression d'être paresseuse, de ne pas en faire assez. Et vous allez voir où je vais en venir, je pense que c'est peut-être pas forcément le vrai problème. Donc on va essayer de se poser la question aujourd'hui, on va essayer, au lieu de se blâmer, de s'accorder un peu plus de compréhension et puis une approche un peu différente, peut-être en s'organisant différemment. Alors comme d'habitude, vous prenez votre petit thé ou votre petit café, vous vous installez confortablement et puis on va explorer ensemble comment on peut transformer son quotidien avec des outils que je vais espérer simples mais puissants à mon avis. La première chose que je veux qu'on fasse, c'est repenser la paresse. Paresseuse, c'est un mot lourd, pas vrai? Ça peut nous faire sentir inadéquate, comme si quelque chose, en fait, allait pas chez nous. Mais est-ce qu'on peut s'arrêter juste 2 minutes? Est-ce que vous pensez vraiment que vous êtes paresseuse? Ou est-ce que c'est pas plutôt que vous vous sentez dépassée par tout ce qu'il y a à faire? En tant que femme au foyer, surtout quand on est dans la période où on n'a pas encore d'enfants, etc., on a tendance à être souvent accusé par l'extérieur, plus rarement par notre mari, j'espère, d'être paresseuse. Mais est-ce que c'est bien le cas? Est-ce que vous êtes vraiment paresseuse au sens pur du terme? L'autre jour, j'ai vu une vidéo short alors je ne sais pas si je retrouverai le lien, mais je vous le mettrai si c'est le cas, qui montrait, c'était une femme qui montrait qu'en fait elle venait d'avoir un nouveau-né et son mari lui reprochait d'être paresseuse parce qu'elle n'avait pas, après avoir accouché la veille, complètement nettoyé et refait la maison bien propre, etc. Donc je pense que certaines personnes qui ne sont pas femmes au foyer, ou encore plus à plus forte raison mères au foyer, ne savent pas, hommes ou femmes, ne savent pas ce que c'est que de tenir une maison réellement, de le faire bien, et ça peut engendrer beaucoup de mécompréhension en fait et de quiproquos, et parfois quand c'est nous qui sommes la principale visée, eh bien ça peut parfois faire du mal à certaines. Donc là, je vais pas trop me préoccuper de ce que les autres vous disent. Je pense que ça pourrait faire un sujet de vidéo à soi. Mais je vais plutôt m'intéresser à ce que vous pensez. Parce que même si ça peut être influencé par l'aspect extérieur, c'est vrai qu'on a aussi souvent tendance à se trouver paresseuse, à se trouver pas assez performante, à ne pas en faire assez. La première chose que je veux que vous fassiez, c'est que vous arrêtez de penser ça. Détrompez-vous. Vous êtes juste humaine et c'est très bien comme ça. Parfois on vit des périodes de fatigue ou de confusion et c'est pas des défauts. On a le droit d'être fatigué, on a le droit d'être confuse. C'est pas une question de paresse. La plupart du temps, c'est souvent un appel de votre corps ou de votre esprit qui vous dit oh là là, faut que vous ralentissiez, oh là là, faut que vous vous réorganisiez, faut que vous fassiez différemment. Après, il y a aussi, voilà, il y a le poids des attentes, hein. Bah, évidemment, en tant que femme au foyer, en tant que mère, en tant qu'épouse, il y a beaucoup d'attentes sociales ou personnelles, qui peuvent être immenses, en fait, qui reposent sur vos épaules. Faut faire ci, faut être parfaite. Stop, en fait, on ne peut plus respirer avec ça. Ne laissez pas les attentes extérieures vous atteindre. Ça n'est pas parce que votre mère faisait les choses mieux et qu'elle vous le reproche, ou votre belle-mère, ou j'en sais rien, qui que ce soit, que vous devez le prendre pour vous. Et enfin, souvent on a tendance à confondre la paresse ou l'inaction qui peut être engendrée par l'accumulation mentale. Et en fait, c'est pas la même chose du tout. Il faut bien distinguer paresse, la vraie paresse, hein, à mon avis dont vous n'êtes à mon avis pas coupable, et l'accumulation mentale qui engendre de l'inactivité, parce que parfois c'est pas un manque de motivation, c'est surtout un surplus de tâches qui va vous peser. C'est normal de se sentir submergé en fait. Donc
au lieu de vous juger, la première chose qu'il faut faire, c'est essayer de poser les choses à plat. Et puis, on va essayer de construire ensemble une structure qui va vous libérer au lieu de vous contraindre, j'espère en tout cas. Parce que la réalité, c'est que même si tout le monde pense qu'on fait rien, à plus forte raison quand les enfants sont à l'école, je sais que vous en faites beaucoup. Je sais que vous êtes en train de laver telle et telle pièce, de faire attention à tel et tel petit détail, pendant qu'un autre, vous êtes obligé de le négliger, etc. Vous êtes en train de prendre soin de votre mari, de vous, d'être présentable. Ou alors, justement, il y a forcément un point que vous négligez. J'espère que c'est pas les enfants. Mais en tout cas, voilà, essayez de vous dire, je sais que j'en fais beaucoup, voilà, tout ce qui l'advient, et parfois quand j'ai des moments où je me relâche, ça ne veut pas dire que j'ai arrêté d'en faire beaucoup, bien au contraire, ça peut vouloir dire totalement l'inverse. Alors, je vais vous demander d'une chose, c'est de vous poser et de vous dire, est-ce que ce qu'il vous faut, c'est pas peut-être planifier? Alors vous allez peut-être me dire, mais ça va juste m'ajouter une charge en plus si je planifie encore plus que ce que je fais déjà. Et pourtant, moi, je trouve que la planification, comme elle est là pour simplifier la vie et pas pour la compliquer, elle va vous aider à retrouver du calme, à vous concentrer sur l'essentiel. La planification, elle peut changer, à mon avis, c'est qu'elle va donner de la clarté à votre journée. Elle va vous montrer que vous accomplissez beaucoup plus que vous ne le croyez déjà. C'est aussi une façon de prendre un peu soin de vous, en fait, parce que planifier, c'est pas remplir chaque minute de tâche, c'est aussi prévoir du temps pour respirer, pour lire un bon livre, pour passer du temps en famille, et ça, c'est important de le planifier. Après, si vous planifiez, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir une approche qui soit douce, qui soit flexible, parce que en tant que femme au foyer, on ne peut pas utiliser par exemple la méthode du time blocking qui est très prisée dans le livre Deep Work par exemple. On ne peut pas vraiment faire ça, ou alors pas exactement de la même façon, et c'est frustrant parce que toutes ces méthodes de productivité qui sont souvent encensées par plein de gens, la réalité c'est que nous on ne peut pas les appliquer réellement parce que ça ne correspond pas à notre style de vie. On est à la maison, on est interrompu sans arrêt, on a telle et telle chose à faire, on doit courir par-ci, courir par-là, il y a toutes les choses à faire à l'extérieur de la maison, puis toutes les choses à faire à l'intérieur de la maison. Si en plus on travaille, que ce soit à l'extérieur ou en étant physiquement présente dans la maison, ça s'ajoute, etc. Et ça ne fait que s'ajouter en fait. Littéralement, nous avons 2 emplois en tant que femme. Nous avons le rôle de mère, le rôle de femme, le rôle de maîtresse de maison. Voilà. Après, si en plus vous travaillez, là, je ne sais même pas combien exactement de casquettes on porte. Et donc, c'est pour ça que vous avez besoin, je pense, d'une approche douce et flexible. On n'a pas besoin d'un planning qui soit militaire. Quelques repères simples, ça suffit pour faire la différence. L'autre point que je voudrais vous dire, c'est surtout, quoi que vous fassiez, n'essayez pas forcément de planifier par objectif si ça n'a pas marché jusque-là avec vous. Essayez de planifier en vous disant je vais faire telle chose. Par exemple, au lieu de vous dire je vais finir mon livre tel jour, eh bien vous vous dites plutôt je vais lire une page de ce livre, voire encore mieux, au lieu de vous fixer cet objectif-là, vous vous dites j'ai 10 minutes. J'ai 10 minutes où je sais que je ne vais pas être dérangée. C'est 10 minutes où vous ou pas. Et moduler en fait. Parfois, il y a des moments de la journée, il va plus falloir fonctionner par objectif, et il y a d'autres moments de la journée, il va plus falloir fonctionner par méthode. Voilà, essayez d'adapter et justement de rester toujours souple. Je pense que justement là, la chose que je voudrais vraiment insister, c'est planifier avec douceur. Moi, j'appelle ça. Donc, je vais essayer de vous faire un petit tutoriel, entre guillemets,
On va essayer d'y aller pas à pas. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez prendre un carnet ou une feuille de papier et me suivre et le faire en même temps que moi. Donc vous verrez que planifier, ça peut devenir un rituel qui est apaisant. La première étape que je veux que vous preniez, c'est que vous prenez du recul sur votre semaine et sur le rush en fait. Vous vous installez dans un endroit calme, vous prenez votre tasse de thé ou votre café, vous notez les grandes choses que vous aimeriez accomplir cette semaine. Mais attention, sans pression. Par exemple, vous pouvez vous dire préparer les repas à l'avance, appeler tel ou tel ami, lire tel chapitre de tel livre. Et surtout, voilà, vous mettez tout à ce niveau-là, vous mettez tout. Mais voilà, bon, soyez pas non plus trop, comment dirais-je, n'ayez pas d'attente inconsidérée. Hein. Vous pouvez pas, par exemple, apprendre le piano de zéro jusqu'à niveau Beethoven en une semaine. Voilà, donc soyez réaliste, mais prévoyez quand même une bonne grosse liste de tâches de ce que vous aimeriez réaliser cette semaine-là. L'étape 2, c'est évidemment d'identifier vos priorités. C'est là où vous devez vous demander quelles sont les 3 choses essentielles qui rendraient ma semaine plus douce et plus harmonieuse. Vous les notez en haut de votre page ou en haut de votre agenda, c'est comme vous voulez. Après ça, on va passer à l'étape 3. Là, c'est vous bloquer du temps pour chaque priorité. Donc là, c'est la méthode du time blocking. Mais attention, il va y avoir une subtilité. Donc vous choisissez des moments précis pour accomplir ces tâches. Par exemple, lundi matin, vous rangez la cuisine. Mardi après-midi, vous allez faire une balade en forêt avec les enfants. Voilà, l'astuce, c'est de laisser plein de plages vides en fait, pour les imprévus. Et quand vous prévoyez une tâche, vous doublez le temps que vous évaluez réalistement pour la bloquer. Comme ça, vous avez un peu de lest, un peu de marge. L'autre chose qui est importante aussi, c'est de vous dire peut-être, si vous vous levez plus tôt que vos enfants, vous vous dites de telle heure à telle heure, je fais plutôt ce projet. Et puis après, pendant la sieste, vous pouvez vous dire, plutôt je vais faire tel et tel projet. Après, si vous avez des tout petits qui sont des enfants de différents âges, etc., vous pouvez échelonner. Il y en a qui vont vous demander beaucoup de temps, il y en a qui vont vous demander un peu moins de présence. Et ainsi, vous pouvez également faire en même temps plusieurs tâches, être avec certains enfants, en même temps que vous faites autre chose, etc. Enfin, vous pouvez moduler à partir de là. Et donc, tout ça, c'est ce que vous faites à l'étape 3, évaluer à peu près quand est-ce que vous pouvez faire les choses. Mais restez souple. Moi, je sais que, voilà, on n'est pas obligé de se dire lundi matin précisément. On peut se dire à la prochaine sieste où je suis un peu tranquille, je fais ça en priorité. Voilà, ça peut aussi être aussi souple que ça. Ne vous surchargez pas. C'est justement, voilà, étape 4, ne vous surchargez pas. Limitez-vous à 3, allez, maximum 5 tâches par jour et pas plus. Si vous instaurez plus de tâches, déjà je ne sais pas comment vous allez faire. Après, tout dépend des tâches, bien entendu, mais la plupart du temps, 3 à 5 tâches, c'est déjà énorme. Dites-vous, si vous en avez fait 3 et que vous les avez bien accomplies, alors vous avez réussi votre journée. Si vous en avez fait 5, eh bien vous êtes une super héroïne, c'est cool, bravo à vous. Mais voilà, essayez pas d'en faire plus. Une fois que vous avez fait vos 5 tâches, vous vous arrêtez, vous faites des pauses. Et même si vous n'avez pas atteint le chiffre fatidique de 5 tâches accomplies, vous intégrez des pauses et des moments de détente dans votre emploi du temps, par pitié. Après, étape 5, il faut en faire un rituel qui est quotidien. Donc chaque soir, vous prenez 5-10 minutes pour ajuster le planning du lendemain. Vous mettez un chrono. Si vous voulez prévoir votre planning en 3 minutes, vous mettez votre chrono 3 minutes et puis après, hop, vous savez que vous avez 3 minutes pour faire votre planning. Moi je sais que j'ai ma petite ardoise sur laquelle j'écris toutes les choses importantes que j'ai à faire le lendemain, et puis en fonction de mon agenda, en fonction de ma petite boîte de tâches, bon ça je vous l'expliquerai sans doute dans un autre épisode, mais voilà, ça ne prend pas plus de 2 minutes. Je fais ça pendant que les enfants se mettent en pyjama et je suis parée pour le lendemain. Je sais que je peux foncer. Et puis voilà, surtout avant de boucler votre planning, posez-vous cette question, c'est qu'est-ce que je veux vraiment accomplir demain pour être satisfaite.
C'est-à-dire que s'il n'y a qu'une seule chose, il faut que vous puissiez l'identifier parce que tout peut arriver. Vous devez peut-être, je ne vous le souhaite pas, mais aller chercher un enfant et l'amener à l'hôpital. Peut-être que votre mari va vous appeler et vous dire qu'il rentrera beaucoup plus tard, etc., etc. Donc vous devez vraiment planifier l'unique tâche que vous devez faire, l'urgence et la priorité absolue. Vous devez tout de même savoir laquelle est-ce pour en cas de pépin, etc. Bon bah vous savez que vous avez au moins fait ça, vous êtes tranquille. Voilà. Alors après, moi je pense que planifier c'est vraiment comme semer des petites graines. Hein. Je parle souvent de cette métaphore, mais vous verrez peut-être pas tout de suite les fruits, mais après jour, vous allez construire une vie qui sera plus alignée avec vos priorités et avec vos désirs. Et voilà, un exemple tout simple. Hein. L'autre jour, je planifie une demi-heure pour ranger un placard. Ça semblait tout petit, mais voilà, en le faisant, j'ai ressenti une vraie satisfaction. Et ce sentiment m'a motivée pour tout le reste de la journée. L'autre chose aussi que je voudrais que vous reteniez, c'est accepter l'imperfection. Voilà, tout ne sera pas toujours accompli. Et c'est normal. Parfois même votre priorité number one, vous ne pourrez pas l'accomplir. C'est pas grave. Ce qui compte en fait, c'est de vous donner un cadre qui va vous aider sans vous apporter de culpabilité derrière. Et surtout, rappelez-vous que vous êtes capable de tout accomplir. Peut-être pas en un jour, mais vous le ferez. Et la planification, c'est pas quelque chose qui doit être réservé aux perfectionnistes. C'est un outil que tout le monde peut utiliser à son rythme. Souvent, quand on est femme ou mère au foyer, on a l'impression que notre planning, c'est celui de la famille, mais pas du tout en réalité. Notre planning ne dépend que de nous et au-delà des horaires d'école des enfants, au-delà des horaires de notre mari, on a aussi beaucoup d'obligations personnelles. À quelle heure je vais aller laver les vitres, à quelle heure je vais aller faire le shopping pour le marché, à quelle heure je vais prendre 5 minutes pour préparer le livre pour mon enfant, etc., etc. Tout ça, c'est des choses que vous faites toute seule par définition et qui méritent en fait planification. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes, j'ai une amie qui est très active, qui était très active, qui avait une vie très mouvementée, et puis dès lors qu'elle est devenue mère au foyer, elle a complètement arrêté de planifier alors que c'était ce qu'elle faisait jour après jour avant ça lorsqu'elle avait une vie professionnelle. Et voilà, je trouve ça dommage parce que du jour au lendemain, elle s'est retrouvée complètement perdue. Et ça n'est pas ce qu'on veut. En fait, être mère au foyer, être femme au foyer, c'est un travail. C'est une profession, même si elle n'est pas forcément rémunérée. C'est une profession. Elle est rémunérée, si vous voulez mon opinion, par les bisous et les câlins des enfants et la reconnaissance de notre mari. Mais c'est une profession et vous devez la prendre de façon sérieuse. Je pense que je pourrais faire un épisode entier rien que sur ce sujet. Bon, alors avant de conclure, j'aimerais quand même vous laisser avec cette pensée, c'est que surtout, vous n'êtes pas paresseuse, vous êtes humaine et avec un tout petit peu de structure et beaucoup de douceur envers vous-même, je pense que vous pouvez transformer vos journées et retrouver une véritable sérénité. Alors, je vais récapituler brièvement. Vous commencez doucement, vous vous surchargez pas, vous êtes gentil avec vous-même, vous faites de la planification agréable, rien que pour vous. Et ça va vous faire un petit peu votre rituel. Essayez cette semaine en fait de prendre 10 minutes chaque soir pour planifier le lendemain. Et puis surtout, après, venez me raconter dans les commentaires ce que ça a changé pour vous. Parce que j'ai hâte de lire vos retours et de savoir comment vous progressez. Merci beaucoup de m'avoir accompagnée aujourd'hui dans Éclat de Tradition. Prenez soin de vous. À très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je vous souhaite beaucoup de bonheur.